Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez invité votre ami Pierre Conessa. Oui, absolument. Que nous avions déjà eu sur Open Box TV pour parler du poids et du rôle de différentes églises orthodoxes dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et c'était une émission très intéressante qui avait eu beaucoup de succès. Et donc, on a grand plaisir aujourd'hui à réinviter Pierre Conessa sur un autre sujet que je vous laisse développer. Absolument. Ouais, Pierre, donc, comme vous le connaissez, donc Pierre est un chercheur, Pierre est un écrivain qui fait des livres très intéressants sur des sujets qui tournent autour de beaucoup de choses, de la religion, de la guerre. C'est un expert indiscutable, on peut le dire, du salafisme et de tout l'environnement, je dirais, idéologique musulman. Dans tous ses aspects, mais c'est pas que ça, c'est aussi quelqu'un qui a fait d'autres livres, qui a fait d'autres réflexions, et une qui m'a beaucoup intéressé, surtout actuellement avec ce qui se passe, c'est un livre qui s'appelait « Vendre la guerre », et qui justement s'intéressait ou mettait l'accent sur tout ce qui se passe, et qui font que, on fait passer le concept de guerre auprès des gens, et que ça intéresse et ça sert à un certain nombre d'intérêts, bien entendu, qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Alors, Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir une fois de plus. Merci de cette invitation. Et puis, pour commencer, aujourd'hui, la guerre est devenue quelque chose que l'on vend, on prévend dans certains cas, on va la vendre avant qu'elle arrive, pour la justifier, mais dans notre cas, on peut dire aussi que la guerre, elle va être promue, c'est-à-dire expliquée d'une certaine manière par la propagande, pour des intérêts variés, et en définitive, la vision que va en percevoir le Français moyen n'est pas du tout la vision réelle de ce que c'est. Je dirais un petit rappel biographique. Moi, j'ai commencé par faire des études d'histoire. Et quand j'ai passé la grecque, je me suis dit, bon, ça va, j'ai compris comment ça marche, la superstructure, l'économie, le facteur économique, etc. Puis ensuite, j'ai passé l'ENA et j'ai participé à des décisions publiques. Tu as dû voir, comme moi, certaines décisions sur lesquelles tu continues à rester dubitatif, mais je me suis rendu compte à ce moment-là combien l'historien passe derrière le fait politique pour le rationaliser. C'est-à-dire, si on a décidé ça, c'est parce que... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Tant qu'on était dans l'Est-Ouest, il n'y avait pas de problème. On ne pouvait négliger aucune crise puisque l'autre risquait de l'instrumentaliser. Donc on se retrouvait avec des alliances contre nature, mais ça ne fait rien si du moment que ça empêchait l'autre. Un exemple classique, si vous voulez, c'est le soutien absolu à l'Arabie Saoudite, tant la religion était l'obstacle au communisme, donc l'Arabie Saoudite ne pouvait être qu'un allié. Donc on est sur quelque chose qui évidemment est totalement bouleversé dans la décennie 90 par deux choses. D'abord évidemment la disparition de l'URSS. Et on va entrer dans la guerre du Koweït, qui est la première guerre post-guerre froide. Pourquoi celle-ci est importante? Pour deux raisons. D'abord parce que Saddam Hussein, quand il luttait contre l'Iran, c'était le grand modernisateur. Quand il attaque le Koweït, c'est devenu le dictateur. Le Koweït, qui est une grande démocratie devant l'éternel, évidemment, qui refusait de passer l'éponge sur les dettes, puisqu'ils avaient financé la guerre menée par l'Irak contre l'Iran. L'Irak disait, nous, on a payé le prix du sang, donc vous pouvez payer... Non, pas du tout. Pour les pays du Golfe, il ne faut pas toucher à l'argent. Bref, l'invasion, vous la connaissez. Mais alors pourquoi? Cette guerre a deux caractéristiques. D'abord, c'est une guerre annoncée. Coalition internationale, 35 pays qui vont s'allier pour dire à Saddam Hussein, il faut quitter le Koweït. Oui. Préavis de 6 mois, c'est-à-dire une guerre annoncée, planifiée, etc. Toutes les télévisions de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite pour évidemment filmer la chose. Donc, on entre dans une deuxième catégorie qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une guerre, c'est bankable, c'est-à-dire une guerre, c'est visuel. Il faut absolument avoir des images de la guerre, sinon on n'en parle pas. En arrière-fond, il y avait un Ben Laden qui disait « Pourquoi vous avez appelé les mécréants alors que moi j'avais les troupes de Moudjahidine, on aurait pu protéger les lieux saints ?» Bon, le roi d'Arabie Saoudite a dit « Écoutez, on parle entre gens sérieux, donc on va se confier ça aux alliés. » Alors, cette guerre, elle a donc deux caractéristiques. On va se battre, à la date annoncée, contre ce qui est présenté contre la 4e armée du monde. J'ai jamais su qui était la 3e, enfin celle-là, c'était la 4e.
Et cette 4e armée du monde, on va la battre en 120 heures, c'est-à-dire en même pas 5 jours. Donc il y a tout un scénario, si vous voulez, hollywoodien autour de ça, qui finalement fait dégonfler complètement la chose. Mais on en ressort... Alors rappelez-vous que les pays du Golfe interdisent qu'on poursuive, c'est-à-dire on s'arrête aux frontières du Golfe. On va quand même se convaincre à ce moment-là qu'on est en possession d'un outil militaire susceptible de régler n'importe quelle crise à la surface de la planète, et que bien évidemment, on est la force du bien qui s'auto-mandate, si vous voulez, comme gendarme de la planète. Oui. Et là, on va rentrer dans le scénario où, sur les 400 crises qu'il y a régulièrement sur la planète, on peut faire un choix. Et là, c'est là que commence ce dont on va parler, c'est-à-dire le complexe que j'ai appelé militaro-intellectuel, qui vend la guerre. D'un côté, le camp du bien, et de l'autre côté, le camp du mal, évidemment, ce qui simplifie les choses. Oui, oui, ça, bien sûr, de toute façon. Mais ça, si vous voulez, dans toute guerre, il y a une espèce de camp du bien et de camp du mal. Rappelez-vous, quand les premiers résistants algériens font des attentats, on les appelle des terroristes. Oui. Bon, quand nous, on résistait aux Allemands, on était des terroristes. Donc, ce qualificatif de terroriste... on est terroristes de l'autre côté. Oui, oui, toujours. Toujours, il ne faut pas l'oublier, ça. Ça va être le 11 septembre qui va d'un seul coup déclencher la chose. Mais revenons, alors oui, revenons à ce qu'on disait sur le fait que derrière tout ça, en réalité, il y a des gros intérêts aussi. Hein. Oui, il y a des gros intérêts, mais paradoxalement, ça n'est plus la guerre pour des motifs stratégiques. C'est l'utilisation de l'emploi de l'outil militaire pour régler des problèmes régionaux, parfois sans enjeu stratégique. Bon, je ne parle pas de la Yougoslavie, parce que là, c'était grave, c'était à proximité, tout ce qu'on veut, etc. Mais prenons le cas de la Somalie. Somalie, tout à coup, il y a un grand émoi médiatique, parce qu'il y a des chefs de guerre qui pillent les convois humanitaires, et on ne peut pas laisser faire, enfin, il y a la famine, bref. Moi, j'en parle avec Broman, patron de Médecins sans frontières, et il me dit, j'ai appelé mes équipes sur place, et ils me disent, les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas, ils distribuent dans leur clan, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils sont mal servis. Mais en même temps, Kouchner, lui-même ancien humanitaire devenu ministre, décide qu'il faut du militaire sur place. Bon. Vous savez que les humanitaires s'étaient toujours opposés à ce qu'il y ait du militaire, parce qu'ils veulent pouvoir soigner des deux côtés. Donc, s'ils sont marqués, c'est le principe même au départ. Oui, c'est le principe même au départ. Bref, Somalie, donc on a effectivement cette grande opération humanitaire. Alors, les Américains ont besoin du port de Mogadiscio pour débarquer de l'aide. Le port de Mogadiscio est tenu par un chef de guerre qui s'appelle Aïdid, qui n'a pas du tout l'intention de se laisser déposséder. Finalement, les Américains décident d'une opération commando pour aller le tuer, et manque de chance, ça tourne mal, puisqu'il abat 2 hélicoptères, 20 GH tués. Oui, tout à fait. Les Américains disent, mais aucune guerre, aucune crise ne justifie que 20 Américains meurent. Donc, ils remballent tout sans nous avertir. Ils remballent tout, ils s'en vont. Ce ne sera pas la seule fois où ça s'est passé, d'ailleurs. Oui, mais celle-là est d'autant plus ridicule que, si tu veux, aujourd'hui, la situation est la même en Somalie, mais personne n'a l'intention d'envoyer du monde en Somalie. Oui. Donc tu vois comment cet émoi d'auto-légitimation de police de la planète arrivait dans ce cas caricatural qui est le cas de la Somalie. Puis il y en a eu d'autres, effectivement, puisqu'il y a eu toutes ces interventions de la décennie 90. Il y en a une en particulier que moi j'ai vécu à l'époque à la délégation des affaires stratégiques, c'est le Rwanda. Moi, j'ai écrit en 93, à l'époque où j'étais à la délégation aux affaires stratégiques, un papier sur le Rwanda pour expliquer que je ne comprenais pas ce qu'on y faisait. Ça, je me heurte à toute la France-Afrique, puisque le cabinet militaire me dit « mais quand on ne connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus ». Moi, je me contentais de faire remarquer que le Rwanda, à côté du Congo, ça me paraissait une chiure de mouche par rapport à la véritable problème qui était le Congo. Oui. Et puis je disais, je lis des télégrammes dans lesquels on m'explique que les Anglais veulent rejouer Fashoda, enfin des conneries comme ça. Je me fais engueuler par le cabinet militaire. 3 mois plus tard, génocide. Alors, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que, ayant participé d'assez près à l'opération turquoise, c'est-à-dire, n'oublie pas qu'en plein génocide, nous, on rapatrie toutes nos troupes, mais en même temps se pose une question importante, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut arrêter ce génocide? Est-ce que des pays veulent bien accepter? Et la France est le seul à proposer, effectivement, l'opération turquoise pour aller pour arrêter, freiner. Pour freiner, exactement. Donc, si tu veux, tu vas avoir à ce moment-là tout quelque chose qui encore nous imprègne, c'est-à-dire nous sommes responsables du génocide. Moi, je le dis franchement, nous ne sommes pas responsables du génocide. On a fait une émission là-dessus récemment, sur notre chaîne, justement,
avec un historien, le premier qui ait pris tous les éléments de tout le monde, et non pas uniquement du point de vue rwandais actuel, de Kagame, mais qui a pris tous les éléments et qui arrive à exactement la même conclusion. On n'est pas responsable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à se culpabiliser du Rwanda. Oui, c'est-à-dire que c'est une thématique à valeur opérationnelle, notamment de la part du CRAN, des associations noires, qui continuent à considérer que la France est responsable du génocide. Au lieu de se dire, mais pourquoi y a-t-il toujours aujourd'hui en Afrique une vingtaine de crises qui sont des crises interethniques? Ouais, c'est-à-dire, on se dit, attendez, il y a un moment où il faut arrêter. 20 ans après la fin de l'indépendance, on ne peut pas continuer à faire croire que c'est la colonisation qui est responsable de ça. Donc la France décide l'opération turquoise. On a une réunion chez le directeur de cabinet, c'était de Léotard, dans lequel assistent que des chefs. Que des chefs. Il y avait le chef du cabinet militaire, il y avait le directeur de la DAS, il y avait moi, il y avait bref. Personne ne connaissait le Rwanda. Le seul type qui connaissait le Rwanda et qui avait été imposé par le cabinet, c'était Gérard Prunier, qui était là. C'est le seul. Il est marié d'ailleurs avec une Rwandaise. Et alors, le cabinet militaire développe le plan de Turquoise en disant on va se mettre à Goma, ça va permettre de se déployer dans le nord, etc. etc. Il n'avait rien à dire, c'est de la technique militaire, sauf Prunier qui dit écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous déployez dans le nord, il n'y a plus de Tutsis, ils se sont tous réfugiés dans les collines du sud. Donc si vous venez là en espérant raconter que vous allez sauver des Tutsis, personne ne vous croira. On pensera une fois de plus que vous venez aider vos vieux alliés qui sont les Hutus. Mais le silence qui a tout à coup régné dans cette réunion est un grand moment d'histoire. Parce que tu te rendais compte de la confrontation entre le principe hiérarchique, seuls les chefs sont là, et le principe de connaissance. Bon, heureusement qu'il était là. Alors ensuite, la suite de l'histoire, on en reparlera, mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire l'humilité de nos élites face au sujet lui-même. Voilà. Alors justement, on s'aperçoit que dans toutes ces histoires-là, il y a de temps en temps, il y a des gens, des hommes d'influence, on peut dire, qui jouent un drôle de jeu, parce qu'ils entraînent en définitive beaucoup de gens sur un axe qui est un axe qui est évidemment erroné, mais parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas le sujet, ou du moins veulent le voir d'une manière biaisée ou convaincre de leur point de vue. Oui, parce qu'on est à l'articulation, si tu veux, de deux principes, de politique internationale. Quand tu as un individu qui revient d'un lieu de crise, encore une fois, 400 crises à la surface de la planète, il y a c'est open bar. Il revient en disant j'en viens, je connais les gentils, je connais les méchants et on ne peut pas ne pas, argumentaire la plupart du temps développé. Tu renvoies les décideurs occidentaux face à une responsabilité qu'ils se sont eux-mêmes confiée, c'est-à-dire nous ne pouvons pas ne pas intervenir, etc. Donc tu te dis mais est-ce que la contribution de soldats, qu'ils soient casque bleu ou pas casque bleu dans cette crise, peut apporter une solution? Mais c'est vrai qu'effectivement, on pensait que la seule présence de la force suffirait à calmer. Rappelle-toi Sarajevo, on envoie des casques bleus français et anglais. Et on dit c'est ah oui, ils allaient tous s'arrêter. On a perdu 50 types, il y avait Sniper Alley, etc. Donc c'est quand même étonnant de penser combien ici on décidait par rapport à notre opinion publique, sans se demander si l'action avait un effet sur la crise elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, parce qu'encore une fois, l'articulation entre... Tu sais, nos élites, elles ont une caractéristique, j'en fais partie, donc je peux le dire facilement. Quand tu fais la trajectoire courte, classe prépa, normal sup, Sciences Po, ENA, grand corps, cabinet, tu as des gens, moi j'en fais pas partie, mais tu as des gens qui, en 10 ans, si tu veux, n'ont pas touché terre. Et c'est à ces gens-là qu'on va demander de gérer le pays qu'ils ne connaissent pas, la France, et a fortiori le monde qu'ils ne connaissent pas. Et j'étais frappé, justement, de cette homogénéité de nos élites. Dont on peut débattre aujourd'hui sur la façon dont on a traité certains de nos anciens combattants, etc. C'était une méconnaissance totale de la sociologie de ces gens qui étaient nos colonisés, etc. Oui, mais, comme tu le dis, mais parce que ceux qui prennent les décisions sont souvent des gens qui ignorent totalement la réalité du terrain. Oui, absolument. Et encore une fois, avec ce sentiment de puissance qui fait que de toute façon, ils ont déjà beaucoup de chances qu'on s'occupe d'eux. Tu vois le truc. Aujourd'hui... On est à ce point extrême. La crise la plus grave est la crise du Congo. Au Congo, aujourd'hui, on est... Je suis bien d'accord avec toi, c'est la plus grave de toutes actuellement. C'est celle qui est la plus meurtrière. Et c'est quand même étonnant de voir qu'il a fallu attendre cette année ou l'année dernière pour qu'enfin, on reconnaisse qu'au Congo, dans l'est du Congo, les Rwandais finançaient la milice M23, qui fait la guerre depuis des années sur place et qui fait régner la terreur dans le Kivu, le Ituri, dans toute cette zone proche. Pourquoi ? Parce que dans cette zone, il y a les mines de cobalt, et actuellement, les mines de cobalt congolaises sont exploitées par les Rwandais,
grâce à ce système, par des compagnies minières, et ça passe par le Rwanda, ce qui fait que le Rwanda, qui n'a pas de mine, est aujourd'hui exportateur de cobalt, alors qu'il l'a pillé de l'autre côté. Cette guerre, elle dure depuis que Kabila a été mis en place par les Rwandais et les Américains, donc au moment du fameux génocide dont tu parlais tout à l'heure. Et quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, mais enfin, comment ça se fait que pendant 20 ans, personne n'a voulu parler du pillage du Congo, et on a même envoyé des troupes de l'ONU. L'ONU a envoyé des troupes pour soi-disant ramener la sécurité dans le coin, alors qu'en réalité, c'était une exploitation des mines par un pays qui était à côté, un pays limitrophe, et qui était appuyé, bien entendu, par des grandes compagnies minières. Oui, mais parce que, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat français. Les associations noires ou le CRAN, tu sais, dressent un bilan très, très négatif de la colonisation, ce qui est d'ailleurs parfaitement légitime, mais ne s'occupent absolument pas des crises africaines. Oui, mais c'est grave. Ben oui, mais justement, c'est pour ça que je réponds en partie à ta question. Ouais. C'est-à-dire, tu pourrais t'attendre à ce que des représentatifs des associations noires, avec encore une fois des Africains francophones, dans les deux cas, pourraient être un sujet important pour attirer l'attention, demander de l'aide, etc., etc. Il y a un exemple que je trouvais absolument fascinant dans leur problématique, c'est ils demandent une indemnisation pour le commerce triangulaire, pour le commerce d'esclavage. Bon. Il y a un bouquin d'un type qui s'appelle Petré Grenouillot qui a traité les traites négrières. C'est-à-dire, il a parlé de la traite du commerce triangulaire, il a parlé de la traite sur la côte Est, c'est-à-dire celle qui amenait des esclaves vers les pays du Golfe, où en général on en faisait des eunuques, ce qui en matière de droits de l'homme, si vous voulez, n'est pas vraiment la pratique la plus respectable. Et puis il y avait le commerce intra-africain. Qui a été très important aussi. Et alors il constate que le commerce triangulaire s'arrête un siècle avant tous les autres, et que finalement il n'y a jamais eu, sur les deux autres trafics, le bilan critique, si tu veux, qui justifie que pour le CRAN, il faille demander une indemnisation. On pourrait la demander au pays du Golfe, si tu veux. Mais non, ça n'est pas l'objet. Donc tu te dis, mais après tout, on a accepté dans cette repentance qui était notre responsabilité de deux guerres mondiales, des guerres de décolonisation, on a accepté tout argumentaire, quel qu'il soit, du moment où nous étions l'oppresseur. Mais quand tu devrais renvoyer ces associations à quelque chose qui sont aujourd'hui l'actualité, la crise du Congo, les crises africaines, etc., là, non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas de légitimité à parler d'autres crises que les autres. Donc ça a quelque chose d'un peu, sur le plan intellectuel, qui ampute un peu la réflexion. On a ces guerres qui se développent un peu partout, et comme on le disait, ce qui est frappant, c'est que les plus graves, on n'en parle pratiquement pas. Bon. Et puis on a des gens qui font de la promotion. Je pense qu'il y en a un, on peut le citer, c'est pas un secret, c'est BHL. BHL, qui est extrêmement populaire dans les journaux, en tout cas dans les médias, moins chez les gens, mais dans les médias beaucoup, et qui n'hésite pas à prendre parti pour le camp du bien, ce que lui juge le camp du bien, en affirmant des contre-vérités régulières, parce qu'il parle de choses qu'il ne connaît pas, en définitive, ou peu. La Libye est intéressante parce que 2 ans après la destruction du régime de Kadhafi, alors qu'on était dans la deuxième phase de la guerre civile en Libye, il dit « tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». Donc c'est ce que j'ai appelé l'intellectualité fale, c'est-à-dire aucune critique n'accroche, si tu veux. C'est-à-dire ils ont toujours raison. Bon. Et donc ça le légitime à parler de Gaza, ça le légitime à parler de tas de choses, si vous voulez, si tu vois, à la surface de la planète, mais son impact médiatique suscite une question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait son influence, cette position. Mais enfin, c'est quelque chose d'inquiétant sur l'état de santé mentale de la presse et des intellectuels français. Il y en avait un autre que je trouvais aussi assez fascinant, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelle Alexandre Adler. Alexandre Adler était spécialiste de tout. Il était au départ spécialiste de la Russie. Il était spécialiste de la Russie, mais je me souviens d'avoir entendu une conférence de lui 2 mois avant la chute du mur, en disant... la Russie, rien ne bougera pendant 15 ans. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai vécu un épisode plus fascinant parce que donc on arrive on crée la délégation aux affaires stratégiques, on organise une réunion sur la Turquie. Je ne sais plus qui justifiait cette réunion. Toujours est-il que les gars autour de la table, tous les services administratifs, le Quai d'Orsay, etc. Et Alexandre Adler, puisqu'il était contractuel de la... Et alors, pendant son propos, il cite des instructions du KGB du 12 janvier 1958, reprises le 25 novembre 2013, enfin peu importe. Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis, c'est marrant, ces instructions, vous les avez là? Le type me dit, non, il invente.
Tu vois, quand le type de la DGSE te dit il invente, c'est-à-dire qu'il avait une pratique plus ancienne que la mienne, je découvrais à ce moment-là. Et le type est resté comme le consultant habituel de beaucoup de chaînes d'infos pour raconter tout sur n'importe quoi. Par exemple, je me suis amusé l'autre fois à recenser les bouquins qui annonçaient la fin de l'islam politique. Puisque quand tu es dans la position d'expert, on va te dire quel va être le coup suivant. Donc il faut effectivement faire de la prospective. Donc tous les grands ont annoncé la fin de l'islam politique. Olivier Roy, il le fait avec les talibans. Oui. Adler aussi, qui ne connaissait rien, a annoncé la fin de l'islam politique avec la révolution iranienne. Enfin, tu vois, cet exercice intellectuel qui consiste à dire, oui, mais moi, je comprends mieux, je vais vous dire la suite. Bon, il est sûr que les Iraniens n'ont pas lu les bouquins d'Adler, c'est un peu leur problème, sinon ils auraient su que c'était fini pour eux. C'était un auteur anglais qui avait dit hein, les prospectivistes se trompent souvent, surtout lorsqu'ils parlent de l'avenir. Ah oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que si tu veux, il y a des cas de figures absolument étonnants, quoi. Tu te dis, avoir annoncé des trucs qui ne se passent pas, on peut te dire, mais attendez, vous aviez dit annoncer que ça ne se passe pas. Ouais. Mais parce que les acteurs sont réticents à appliquer nos directives, quoi. C'est un peu ça le problème. Et alors on vient de parler de deux cas nominatifs. Mais est-ce que dans votre livre, vous avez développé, vous avez pu analyser une stratégie pour vendre les conflits? Est-ce qu'il y a des étapes? Ou c'est des personnes qui, effectivement, sur les plateaux télé, commencent à expliquer un certain nombre de choses? Est-ce qu'il y a vraiment une véritable stratégie pour vendre des conflits futurs? Je ne sais pas s'il y a une stratégie, mais si vous voulez, il y a quand même une espèce de méthodologie, un timing. La méthodologie, bon, je vous dis, la plupart du temps, c'est... je reviens, prenons la méthodologie BHL, je reviens, j'ai vu qui sont les gentils, les méchants, et on ne peut pas ne pas. Le double argumentaire suffisant à interpeller le politique. Deuxième chose, ce débat se passe sur les plateaux télé. La multiplication des chaînes d'infos en continu fait que l'immédiateté l'emporte évidemment sur le long terme. Donc quand on vous invite pour venir parler au journal en vous disant vous aurez 1 minute et demie, vous pouvez difficilement expliquer l'origine, si vous voulez, géopolitique et historique de la crise. Et donc, ça interpelle le politique en disant on ne peut pas ne pas. Deuxième caractéristique, le politique, sa dimension stratégique, c'est est-ce que je gagne les municipales dans 2 mois? Et donc, l'engagement militaire n'est pas par rapport à une espèce d'analyse d'un échiquier mondial. C'est si j'envoie du militaire, on a l'impression que je suis responsable de. Cela dit, ça n'empêche pas l'homme politique justement de penser que de ne rien faire, peut-être le bon moyen de gagner les élections. On pensait à Hollande après les attentats de 2015. Il pose la question de la déchéance de nationalité, ce qui me paraissait un moment important, si vous voulez, de décision pour toucher au droit du sol, enfin, revoir toutes les conditions de nationalité, et il recule. On ne sait pas pourquoi, il recule, peut-être sous la pression justement des intellectuels français. Toujours est-il qu'une fois ayant quitté le pouvoir, il reprend le truc en disant la seule chose que je regrette, c'est d'avoir posé la question de la déchéance de nationalité. C'est-à-dire qu'on se dit, mais dans quel monde vivait cet homme? Bon, il était président du Conseil général de la Corrèze, qu'il préparait effectivement à un certain nombre de grandes décisions internationales. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même face à quelque chose qui est troublant. Je reviens encore une fois sur nos élites. Moi, une fois, j'ai dit à Védrine, mais on devrait obliger tous les types des grandes écoles à passer une année sabbatique, qui fassent ce qu'ils veulent, de l'humanitaire, traverser la planète, etc., mais qui découvrent le monde, pas qui soient le pur produit d'un système intellectuel. Mais alors, il y a un groupe qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est le complexe militaro-industriel. Parce que lui aussi, il a un rôle à jouer. Hein. Parce que je vois, par exemple, quand on parle de l'Ukraine, par exemple, tout le monde parle des ventes, de la fourniture de matériel par les Américains à l'Ukraine, mais personne ne sait, ou personne ne veut savoir, ou personne ne se souvient que le matériel américain qui est envoyé en Ukraine, il est vendu et il sera payé. Quoi qu'il arrive, il doit être payé. Et donc ça rapporte beaucoup d'argent. Donc ces gens-là, les vendeurs d'armes américains, ou autres d'ailleurs, ils ont tout intérêt à développer les conflits. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais au ministère de la Défense, justement à l'exportation d'armement à la Délégation générale pour l'armement. Alors, comme on est tous opposés à la vente d'armes, je me suis dit, oui, mais c'est facile d'être dehors et de dire c'est pas bien. Comment est-ce que ça se passe quand on est dedans? Tous les gens que je connaissais, en général polytechniciens, étaient des gens tout à fait dignes et tout à fait honnêtes, avec des principes moraux, etc. Mais je me suis rendu compte que finalement, quand tu es dans ta fonction, nous, on est habitués à faire bien le métier qu'on exerce. Mais quand tu vends des armes, faire bien, c'est vendre plus ou c'est vendre mieux? Tu vois comment tu articules les deux. Deuxième caractéristique, avec la disparition de l'URSS, si tu veux, le format des armées réduit considérablement.
Et pour les industriels, il y a un problème d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent équilibrer leur plan de charge qu'avec l'exportation. Absolument. Et donc l'exportation, moi j'étais chargé de la politique d'exportation, c'est-à-dire qu'il fallait que j'explique pourquoi il fallait vendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire il faut que tu te creuses la tête en te disant, mais finalement cette vente... Alors, le cas le plus caractéristique, c'est l'Arabie Saoudite. Pays, comment dire, s'il en est le plus insupportable qui soit, mais notre meilleur client. Alors, ça donc, il a des qualités. Ben, il a des qualités en particulier parce qu'il ne faisait pas la guerre. Et oui. C'est-à-dire qu'on lui vendait toutes les armes les plus chères avec des taux multiplicateurs formidables, mais en fait, ce qu'il achetait, ce n'était pas les armes, c'était les garanties de sécurité. Oui. C'était le fait qu'il ne serait pas mis sous embargo s'il y avait un conflit, qu'on viendrait lui donner le coup de main, etc., etc. Où est le problème moral dans tout ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, le problème, il se pose maintenant avec le Yémen, puisqu'il utilise des avions américains et des missiles franco-anglais pour taper sur les Yéménites. Là, effectivement, tu remarques qu'on en parle beaucoup moins du Yémen. Donc, je reviens à ta question. On est sur des politiques qui sont gérées par les États, dans lesquelles l'État arbitre entre la nécessité du plan de charge industriel, la fourniture aux armées, etc., etc. Mais il arrive parfois qu'on vende des projets en développement à l'exportation, alors que les armées n'en sont pas encore équipées. Oui. Donc, tu vois, c'est un exercice dans lequel, comment dire, les critiques qui sont adressées de l'extérieur, tu le sais bien, sont souvent pas confrontées à ce qui est la réalité du pouvoir. Un dernier point qui, dans ce domaine de vendre la guerre, c'est la propagande, en définitive. Aujourd'hui, on voit bien que les États, ou certains États, et je dirais de tous bords, utilisent la propagande, d'abord pour se donner une bonne image, pour justifier la guerre, pour l'expliquer, et empêcher les autres de pouvoir dire le contraire de ce qu'ils veulent qu'on croie. Parce que c'est ça, en définitive. C'est évident. La guerre s'est faite par les dictatures, alors que les démocraties ne sont jamais belliqueuses, bien entendu. Et puis quand tu regardes la réalité, on en parlait, mais tu prends par exemple les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, 52 guerres depuis 1945. Record absolu. Où on va avec cette propagande, et on le vit actuellement, on le vit avec l'Ukraine, on le vit avec la guerre à Gaza, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où la propagande, pour convaincre que la guerre d'un côté est juste et de l'autre côté, enfin le bien et le mal en définitive, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, si tu veux, la différence essentielle entre une guerre déclenchée par une dictature et déclenchée par une démocratie, c'est que, prends le cas de l'invasion du Koweït, j'imagine qu'un jour Saddam Hussein s'est levé en disant on va envahir le Koweït, et qu'il était entouré de conseillers qui disaient ah oui chef, quelle bonne idée chef, on aurait dû y penser avant. Bon. Quand dans une démocratie, il y a tout un processus de conviction, il faut que tu aies l'appui de l'opinion. Tu le vois bien avec la recolonisation, quand je te le disais sur l'exemple de Nuremberg, c'est que l'opinion française pensait qu'effectivement les colonies étaient de la propriété de la France et donc il n'y avait aucune doute. On pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait y faire ce qu'on voulait. Donc si tu veux, ce processus-là, évidemment, c'est un processus de propagande, c'est-à-dire vis-à-vis de ton opinion publique et vis-à-vis des autres. Moi, il y a un exemple qui me fascine toujours, c'est la force de persuasion des Américains, notamment sur un épisode qui est très intéressant, qui sont les guerres indiennes. Puisque finalement, c'est le seul pays qui a réussi à faire une épopée cinématographique à partir d'un génocide. Oui, absolument. Bon. 2700 westerns. Bon, moi, je ne les ai pas tous vus, je te rassure. Mais enfin, j'ai écrit un bouquin sur la mécanique hollywoodienne comme arme de propagande massive, parce que tu vois bien qu'aujourd'hui, 70% des films qui sont diffusés sur la planète sont de production américaine. Absolument. Pour Hollywood, qui, dans l'époque de la guerre froide, était soumis à ce qu'on appelait le code ICE, c'était un code moral. Il ne fallait pas une femme à poil, etc., etc. Et donc, ils se servaient des Indiennes sortant de l'eau avec les vêtements collés à la peau, si tu veux, pour outrepasser tu vois, les règles morales. Parce qu'évidemment, c'était des Indiennes, c'était des sauvages. Des sauvages, donc on pouvait les montrer comme ça. Donc, il y a quelque chose de très fascinant, si tu veux, à la manière dont comment une grande démocratie comme ça traite d'un sujet qui la concerne. Par exemple, il y a un épisode, je crois que c'était l'évacuation par la force des Cheyennes de le Floride vers le Nebraska ou quelque chose comme ça, ce qu'on appelle la marche des larmes. La moitié des populations sont mortes. Hollywood a mis plus de 20 ans après la grande vague des westerns, si tu veux, à traiter de cette affaire-là. C'est-à-dire que l'autocritique vient très longtemps après. Donc, tu vois, cet outil de la propagande n'est pas simplement les grandes thématiques staliniennes ou nazies. La propagande, pour les démocraties, est une nécessité pour convaincre que cette guerre sera juste. À usage interne et à usage externe. Et à usage externe. Oui, absolument. Alors qu'une dictature, elle n'a pas à faire de la propagande, puisque de toute manière, elle l'impose. Oui, c'est ça. On ne discute pas. Mais la démocratie le font de dire qu'elle est bien. La démocratie le font de manière plus intelligente. Tu vois, ce que je te dis sur le génocide indien, c'est quand même assez fascinant.
Donc on a plein de méthodes, si tu veux, qui permettent aujourd'hui de vendre une guerre. Alors, ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est justement le fait que le débat politique se déplace sur des plateaux télé, les plateaux télé, des chaînes d'infos en continu, qui apparaissent avec la guerre du Golfe. Il y en a aujourd'hui 4. Et donc, tu vois la consommation d'experts que ça suppose, puisque sur 1 heure d'information sur une chaîne d'infos, il y a 20 minutes à peu près d'information et publicité, le reste, ça doit être du débat. Donc, il faut que tu ailles chercher des experts, entre guillemets, de la crise du jour. Mais quand tu as 4 chaînes qui se concurrencent, tu vois bien qu'au bout du compte, tu vas chercher les fonds de tiroir. Et donc, tu es qualifié d'expert si tu apparais à la télé, pas si tu connais le sujet. Tu vois c'est la présence à la télé qui fait de toi un expert. C'est la présence à la télé qui te légitime dans la rue en te disant vous avez vu à la télé. Mais d'un autre côté, quand tu écoutes les experts, et je suis désolé de le dire, mais la plupart d'entre eux sont d'une ignorance, je dirais, significative, pour ne pas dire plus, sur le sujet dont ils parlent. C'est-à-dire ils sont forcés dans l'immédiateté, obligés de répondre dans l'instant, ils disent souvent des âneries. Il y a 2 catégories d'experts. L'expert académique est un type qui connaît son sujet. Son principe, c'est je connais ce sujet-là, tu viens pas chez moi, je ne vais pas chez toi. Donc, si tu veux élargir sa réflexion à quelque chose qui monte jusqu'au mécanisme décisionnel, ceux dans lesquels toi, comme moi, on a travaillé, si tu veux quelque chose qu'ils ignorent. Ils n'y participent en général pas. Ensuite, tu as évidemment les intellectuels Tefal, ceux qui sont disponibles sur tout sujet, etc. Mais tu vois bien que ce qui se passe sur le plateau télé est une manière de court-circuiter toute la chaîne décisionnelle pour interpeller le politique en disant... et tous ces gens qui sont autour, qui sont là pour... Par exemple, on avait fait, au moment de la crise du Rwanda, on avait fait un exercice très intéressant parce que, comme je m'étais fait engueuler par le cabinet militaire, après la fin de la crise, je me suis dit, mais il y a quand même une question qui est récurrente, c'est est-ce que les autorités politiques avaient les moyens de savoir ? Est-ce que quelqu'un avait alerté sur le risque grave qui était en train de se préparer ? Donc, avec mes collaborateurs, on a repris tous les télégrammes diplomatiques, toutes les notes de la DGSE, toutes les notes de la direction du renseignement militaire pendant 1 an avant et jusqu'à la fin de la crise. Donc, si tu veux, on avait un audit de ce qu'était la chaîne d'information administrative. Les télégrammes diplomatiques, nul. C'est-à-dire que le type qui était là-bas, qui savait qu'il avait toute la chaîne de France-Afrique qu'il surveillait, il racontait la vie politique à Kigali comme si c'était le 5e arrondissement. Le parti libéral-démocrate va s'allier au parti socialiste pour les prochaines élections. Bon. Aucun télégramme d'alerte. Aucun. Voilà, évidemment, à partir du moment où la crise éclate, il s'occupe surtout d'évacuer les Français. La DRML, c'était la crise militaire dans l'Est du pays, donc elle était centrée là-dessus, et la DGSE. Et la DGSE, une seule note, on a retrouvé une seule note, d'un type qui alertait en disant il se passe quelque chose, on ne sent pas bien, mais enfin il y a quelque chose qui pointe. Mais tu es dans une chaîne hiérarchique. Tu as un seul type qui t'alerte. Qu'est-ce que tu fais? Tu alertes ton chef ou tu dis il est tout seul à dire ça, est-ce que j'attends confirmation ou pas? Donc il y a un mécanisme autobloquant dans la chaîne hiérarchique. Si tu alertes ton chef et que tu t'es planté, c'est toi qui vas te poursuivre toute ta vie par tes petits camarades. Donc tu vois comment fonctionne ce système-là, où on pense qu'on a tous les moyens de l'information, mais il y a aussi toutes les pratiques de pouvoir. Et ça a été une grande leçon, c'est-à-dire effectivement la confrontation entre l'expertise et la hiérarchie, si tu veux, est un exercice qu'on gère mal, quoi. Et en plus, quand ça remonte, si en haut, les gens sont convaincus du contraire, tu pourras leur faire remonter ce que tu voudras, ils n'y croiront pas. Ah ben tout à fait. On vient de le voir avec Israël, où ils ont été informés par les Égyptiens de ce qu'allait se passer avec le Hamas. Au cabinet de Netanyahou, au ministère de la Défense, et ils n'y ont pas cru. Maintenant, ils n'en sont pas capables. Évidemment, c'est des faillites humaines. Tous les régimes sont comme ça. Dans une dictature, évidemment, les choses sont plus simples. Le mec qui a dû dire à Saddam Hussein, c'est une connerie d'attaquer le Koweït, celui-là, il a dû disparaître dans les oubliettes. Exactement, on est bien d'accord. Si vous plaquez tout ce que vous venez d'entendre et vous l'appliquez à tout ce que vous voyez aujourd'hui, avec les guerres actuelles qui se passent, aussi bien celles dont on parle, les guerres du bien contre le mal, l'Ukraine ou Israël, ou les vraies guerres, les pires de toutes, celles qui sont en Afrique, comme au Congo par exemple, eh bien, vous verrez, si vous plaquez ce qu'on vient de dire sur ce qui se passe, que ça vous ouvrira des horizons souvent inconnus sur la réalité de ce que vous entendez et ce que vous voyez. Je termine juste avec une anecdote, puisque j'ai interviewé Védrine dans le documentaire où tu apparais également. Et tu sais qu'au début de la guerre en Yougoslavie, on disait mais Mitterrand, il ne veut pas intervenir. Enfin, et Védrine me disait mais Mitterrand,
s'interroger vraiment comme un homme d'État. C'est-à-dire, quel est le risque de l'éclatement et quel est au contraire l'effort qu'il faut fournir pour que la fédération yogotitiste subsiste. Mais parce qu'il mesurait ce que l'éclatement risquait d'avoir comme conséquence. Donc, ce n'était pas une hésitation, c'était une véritable interrogation. Effectivement, ça a été un des derniers chefs d'État à chaque fois peser ses décisions dans ce domaine-là, à l'aune de la réalité et des conséquences que ça pouvait avoir pour la France. Merci. Merci à vous. Merci de cette invitation. Merci. Et j'espère que vous avez appris énormément de choses avec ce côté comment vendre des conflits. Voilà, tout se vend aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur Open Box TV. Merci. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.